La sexualité, c'était un sujet dont on ne parlait pas chez moi. C'était un énorme tabou. Pourtant, à l'âge de 19 ans, j'ai décidé d'en faire le thème central de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur ce parcours, de comment j'en suis venue à parler de sexualité sur YouTube, de ce que j'ai appris et aussi pourquoi j'ai arrêté. Et évidemment, pour rester dans les vibes un petit peu à l'ancienne, on appellera ça faire de la poterie, puisque évidemment, ce terme reste toujours autant parfait. Quand je me suis lancée sur internet, le sujet de la poterie était bien plus tabou que ce qu'il est aujourd'hui. Je vais pas revenir en une énième fois sur la haine que j'ai eue due à ces vidéos. Et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver 10 ans plus tard sur une vidéo poterie en collaboration avec Lelo. C'était totalement impossible quand j'ai commencé les vidéos. Lelo, c'est une marque que j'adore, c'est une marque de produits haut de gamme qui propose des produits innovants pour penser la poterie autrement et pour explorer les merveilles du corps. Ça par exemple, c'est le Sauna de Cruz. Et regardez cette petite merveille, très simple d'utilisation et propose 12 modes de vibration. Juste dans ce petit truc qui rentre dans ma petite main comme ça. Oui, parce que j'ai fait 1,58 m. Pas trop de gêne à garder à portée de main et en plus de ça, tu peux l'utiliser sous la douche et ça c'est vraiment un plus. Et en fait ce qui est bien c'est que Lelo propose toute une gamme en fait de produits innovants à tester. Ils sont adaptés un petit peu à tous les corps et à toutes les envies. Et évidemment, on le rappelle, ceci n'a pas vocation à remplacer quelqu'un. Ça s'utilise seul, à deux ou à plus si affinité. Et quand t'es dans des relations de longue durée, de confiance et que tu as envie de tester des nouvelles choses, eh bien ceci peut venir aider à pimenter votre vie. Et comme c'est le mois de l'amour, vous pouvez profiter de moins 15% avec mon code CHOU15, cumulable avec l'ensemble des offres du site. Et pourquoi pas choisir ça ensemble et vous faire un cadeau commun, faire un cadeau qui a du sens. Aujourd'hui, il y a à peu près 9 ans, 10 mois et quelques jours, j'ai publié sur YouTube une vidéo qui s'appelait Les questions sur la première fois. En vrai, à la base, ça s'appelait Ma première fois. Et c'est une vidéo qui m'a fait percer sur YouTube très rapidement. Et aujourd'hui, je pense que j'ai enfin le recul nécessaire pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Pour le contexte, j'ai grandi dans une famille de classe populaire, vivant au fin fond de la campagne, et avec des valeurs plutôt de droite. C'était un milieu où il y avait beaucoup de violences, notamment de classisme, c'est-à-dire des violences symboliques qui étaient un mépris et un rejet constant de ce qui était associé à être des cas sociaux. C'était des normes rigides et immuables et avec le recul, je pense qu'elles étaient plus révélatrices de notre classe sociale que autre chose, mais surtout, il y avait énormément de sexisme. Alors attention, évidemment, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les autres milieux. Là, je vous raconte mon histoire personnelle, sans honte et sans tabou, puisque je pense qu'il est important de mettre des mots sur ces mots sans avoir honte. N'hésitez pas si vous avez, vous, vos histoires à raconter et des choses à dire sur le sujet, parce que, évidemment, ça existe un peu partout. Ainsi, dès mon premier souffle sur cette terre, j'ai appris les contours flous, mais rigides, de ce qui était un homme et de ce qui était une femme. Être une femme, c'est être celle qui veille sans bruit, qui nettoie et qui prend soin des autres avant elle-même. C'était parler à voix basse, se tenir en retrait, s'effacer pour laisser la place. Et les femmes devaient porter les cheveux longs, devaient se maquiller peu, mais juste assez pour plaire, mais pas non plus trop pour ne pas déranger. Et surtout, elles portaient toutes ce désir, enfin c'était juste normal d'avoir un enfant. Quant à l'homme, lui c'était le chef de famille, celui qu'on regardait avec respect et avec même un peu de crainte. Il portait les cheveux courts et un masque de force, et il partait travailler chaque jour sans jamais fléchir, les émotions enfouies sous une armure de silence. Et dans ce récit appris par cœur, il n'y a jamais eu de place pour le doute, pas de place pour l'autrement, juste des rôles figés, à graver jamais dans la pierre. Et à ça, j'ai l'image de ma mère, qui était donc femme au foyer, qui sortait jamais, sauf pour aller faire les courses et sauf avec mon père, et à qui on ne voyait jamais les jambes et très rarement les bras. Et elle portait le foyer à bout de bras. Vraiment, c'était juste normal et personne ne la remerciait pour ça. Mon père, lui, il avait beaucoup plus de liberté. L'apéro avec ses collègues pour décompresser, il avait l'air d'avoir une vie sociale bien plus vaste que celle de ma mère. Et moi, je vénérais mon père. Mon père, c'était un héros. Et finalement, on me l'a appris, sans me le dire directement, à mépriser les femmes. Du coup, j'ai grandi en opposition avec ma mère. Tout ce qu'elle représentait, je ne voulais absolument pas y être associée. Moi, je voulais être comme mon père, libre, indépendante, et ne jamais me retrouver dans un rôle d'effacement. Et ma mère, consciente de tout ça, m'a aussi poussée dans ce sens. Sauf que je suis une femme. Assez vite, certaines dissonances se sont installées. Je voulais être libre comme mon père, mais en réalité, moi, j'étais omnubilée par la validation masculine. Pour moi, rien n'était plus précieux que le regard des hommes, et surtout leur approbation. Et c'est comme ça que, très jeune, j'ai commencé à me sexualiser. C'est ce qu'on appelle donc l'hypersexualisation. Je me souviens de moi à 12 ans qui feuilletait des magazines et qui trouvait une femme avec une sucette dans la bouche. Je disais des trucs du ok, ça c'est être une femme sexy, si je suis comme ça, les hommes voudront de moi. Il faudrait que je ressemble à telle ou telle actrice, il faudrait que je ressemble à telle ou telle femme, il faut que je sois une femme. Alors que j'étais clairement une enfant. Mais si on me trouvait jolie, attirante, eh bien la vie avait un sens. Et à cet âge, tous mes journaux intimes, tous sans exception, ne tournent et ne parlent que
des hommes, que de ça. Vers 14 ans, j'ai commencé à attirer l'attention des hommes plus vieux, aussi des hommes de 30-40 ans qui disaient en rigolant, toi quand tu seras majeur, eh bien on pourra se marier. Et moi, au lieu de trouver ça étrange ou déplacé, eh bien j'étais flattée. L'idée qu'un homme mûr me donnait de l'attention et me trouve jolie, ça me donnait l'impression d'exister, alors j'essayais tout le temps de trouver des techniques pour attirer toujours plus l'attention des hommes. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait plusieurs piercings, ce n'est pas pour rien que j'ai fait des tatouages. Je pense que au fond, la majorité de mes choix esthétiques qui ont été jusqu'à mes 23 ans ont découlé de mon envie irrépressible d'attirer les hommes. Et quand j'y arrivais pas, j'étais juste hyper déçue, hyper vexée et je perdais toute confiance en moi. Ma mère, sur ces blagues des hommes plus âgés envers moi, ne rigolait absolument pas avec le sujet. Elle me grondait hyper souvent, m'interdisait de sortir, j'avais des règles à ne plus finir, j'avais des discours, des débats, des trucs sur oui, faut pas que tu sortes le soir, faut pas que tu parles avec des hommes, faut pas que tu envoies des nudes, faut pas que tu... il faut pas. Il faut juste que tu restes dans ta chambre et que tu fasses rien. Ces mots, à ma mère, ils résonnaient creux en moi, parce qu'en fait, à la fois, elle me disait ça, mais elle passait son temps à les encenser et à mépriser les femmes. Du coup, c'est hyper compliqué quand elle me dit de pas faire ci, pas faire ça, et que moi, je la vois être totalement soumise et docile aux hommes. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Ça n'avait pas de sens. En fait, elle n'avait juste pas du tout ni le recul, ni les bons outils pour me protéger. Et mon père, dans ces moments-là, eh bien, je n'en sais rien. Je n'ai absolument aucun souvenir de ce qu'il ait pu dire ou faire. Et ça, c'est vraiment des choses qui me... j'aurais tellement aimé lui dire des milliers de choses, lui poser plein de questions aujourd'hui à l'âge adulte et lui dire « Mais pourquoi ?» Mais mon père est mort il y a quelques jours. J'avais donc des règles que mon frère, lui, n'avait absolument pas. Des règles liées à mon genre, et donc ça venait avec un tas d'interdictions que lui n'avait absolument pas à subir. Lui faisait ce qu'il voulait, mais vraiment ce qu'il voulait. Et rapidement, j'ai commencé à me rebeller, et un jour, j'ai dit à ma mère « Mais si vous éduquez mieux vos garçons, peut-être que nous, les filles, on pourrait sortir. » Et il y avait une sorte vraiment de bizarrerie, enfin, c'était une dissonance que j'essayais de soulever en vain. Vraiment, c'était en vain. Et c'était un sujet omniprésent en fait dans notre quotidien, mais jamais abordé ouvertement. Comme si c'était juste normal, comme si c'était juste la façon dont les choses devaient être. Et ma mère, bien qu'elle se plaigne de beaucoup de choses, et qui étaient donc grandement liées au sexisme, eh bien elle n'avait pas les mots ni les outils pour les qualifier. Du coup, en fait, elle se rendait pas compte que, indirectement, elle reproduisait ce qu'elle essayait de ne pas reproduire avec moi. Et c'était pas la faute de ma mère pour le coup, c'est juste qu'on est dans une société sexiste et qu'elle a subi le sexisme bien plus que je ne l'ai subi. Et donc être une femme et tout ce qui touchait donc au plaisir féminin, à la sexualité, à l'épanouissement de la femme, eh bien ça n'existait pas, c'était un méga gros tabou. Ainsi, on m'a surtout appris à être à la merci des hommes, comme si mon entière vie ne dépendait que de eux et que toutes les femmes que je croisais étaient des potentielles rivales. Je dois éliminer mes rivales femmes pour briller aux yeux des hommes. Et je trouve ça fou quand même, aujourd'hui, avec le recul, de vous dire tout ça. C'est fou. Évidemment, à cette époque, je nourrissais une haine silencieuse envers les femmes et je répétais des mantras du style oui, les filles elles font que des problèmes, moi je ne traîne qu'avec des hommes, on va direct au but et ainsi de suite. Que nenni. Et moi, personnellement, je m'abîmais dans cette vision, je me sentais pas assez belle, pas assez bien, pas assez désirable. Et du coup, j'ai cherché rapidement à séduire autrement que par mon physique, mais plutôt avec mon humour et mes façons de penser et de parler, qui étaient un petit peu ma parure. Je m'effaçais, je me fondais dans leurs attentes et je riais de tout. Je riais de mon cœur à leur sexisme et je les encourageais. Parce qu'en réalité, toujours dans mes relations avec des hommes, on m'a objectifiée. J'étais une femme objet et ça me dérangeait pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à parler de poterie sur internet. Sans aucune honte, sans aucun tabou. Et sans penser une seule seconde qu'il était possible que moi, je vive du sexisme parce que je ne suis pas comme les autres femmes. Plot twist, ce n'est pas le cas. Je reste une femme avant tout et je ne peux pas me comporter, et je le sais, comme un homme peut le faire. Ça ne marche pas comme ça. Il y a plein d'études qui montrent que les femmes sont objectivées par les hommes. Ils sont pour beaucoup incapables de nous considérer à leur échelle. Bref, internet a fait irruption dans ma vie. Et bien que je subissais beaucoup autant des hommes que des femmes, évidemment. Bien que ma mère détournait les yeux parce qu'en réalité ce que je faisais à l'époque sur internet se rapprochait de ce qu'on peut appeler du travail du sexe. Oui, parce que parler de son intimité poterie sur YouTube, c'est très tabou et ça attire beaucoup l'attention et ça te sexualise beaucoup. Eh bien, j'ai décidé de continuer. Mon bas les reins, j'ai vécu dans la violence, j'ai vécu dans la haine, et moi, plus on me tabassait la gueule, plus j'adorais ça et plus j'avais envie de recommencer. Parce que, en fait, le problème, c'est que qu'importe l'attention que j'avais, au moins j'avais de l'attention. Et ça, c'était génial. Parce que, après tout, j'ai toujours eu de l'attention de façon négative, alors pour moi ça changeait pas grand chose. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie exister. Que en réalité, j'étais trop mal à l'aise avec mon corps, j'étais trop mal à l'aise avec ma propre
poterie, j'étais trop mal à l'aise avec tous ces sujets. En fait, c'est tout, j'étais juste zéro à l'aise avec tout ça. Et comme j'étais déjà la personne que je suis aujourd'hui, et comme on avait, évidemment, j'étais quand même aussi très curieuse. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était sujet poterie, pour me dire que cette chaîne devait servir de chaîne éducative pour pouvoir aider des jeunes personnes qui, comme moi, à 14-15 ans, n'ont pas appris le consentement ou n'ont pas appris à se protéger et ainsi de suite parce que leurs parents sont mal à l'aise de le faire. Et bien, je me suis dit que j'allais être là pour faire cette pédagogie-là. Évidemment, j'ai commencé avec du contenu hyper hétéro-centré, cis et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, pour moi, il y avait que des hommes, que des femmes et que des relations hétérosexuelles. Et j'étais ouverte sur les notions LGBT. Vite fait, le terme de genre et tout ça, comprends pas. Faut savoir que à ce moment-là, je suis toujours portée par des valeurs de droite, en fait, parce que j'ai pas encore questionné tout ça. Et c'est là où je remercie infiniment Internet et moi-même. Par la même occasion, non, parce qu'il faut, on le dit, arrêter la fausse modestie. Moi, je suis hyper fière de plein de choses et je suis hyper fière d'avoir eu la curiosité et le courage de me lancer sur ce sujet, bien que, voilà. Je suis aussi contente qu'il y ait des gens qui m'aient écrit pendant toutes ces années hyper gentiment et qui m'aient dit « Mais Léa, c'est super intéressant, mais tu devrais peut-être ouvrir ça. Là, tu n'as pas utilisé ce terme. Ce terme, est-ce que tu penses pas qu'il serait plus juste ?» Et j'en ai parlé notamment dans ma vidéo sur le militantisme qui est sur mon podcast. Au début, j'ai dû apprendre tout ça en fait. J'ai dû apprendre tout le langage politique, tout le langage militant et toutes ces choses parce qu'au début, je n'en avais conscience de rien. Et sans cet espace de discussion, donc sans les commentaires, jamais de la vie, j'aurais pu faire évoluer mes vidéos. En fait, vos commentaires, et même aujourd'hui encore et toujours, parce que c'est quelque chose qui est très important, et surtout quand tu fais de la science, c'est que il n'y a pas un avis et les autres c'est du caca en fait. Il y a plein d'avis et des fois il y a des pistes qui sont intéressantes, mais des fois on parle de concepts ou de petites choses et ainsi de suite et je vais voir. Et je pense que sans internet et sans tout ça, je n'aurais jamais été chercher plus loin. Vous m'avez tendu une main, orientée vers des films, des séries, des livres, des petits concepts. Grâce à ça, j'ai pu évoluer et ne pas garder ces vérités que je semblais immuables gravées au fond de moi. Vous m'avez ouvert des petites portes comme ça. Tic, tic, tic. Et c'est comme ça que, à partir de mes 22-23 ans à peu près, j'ai découvert qu'en fait, quand je me pensais en sécurité avec les hommes, eh bien en fait je ne l'étais pas parce que depuis le début, j'étais énormément violentée. Pour plein de petites choses. Je sais maintenant et que je revois avec le recul et je me dis, Bref, j'ai découvert que j'avais subi énormément d'humiliation et d'agression et c'est comme ça que, vers l'âge de mes 23-24 ans, j'ai donc décidé de dire fuck et de tout abandonner et de repartir faire des études de psycho et enfin me consacrer à quelque chose qui me donnait envie dans la vie. Et c'était pas la validation masculine, c'était la validation scientifique. Oui, bah oui, on change pas. Ne vous inquiétez pas, je vis à travers la validation. Je suis habituée comme ça, ok. Et arrêtez de me critiquer, je me soigne, ok. Non, en vrai, j'ai fait grave d'efforts cette année. Est-ce que c'est si mal d'avoir besoin de validation pour avancer ? C'est tout un autre débat, ok. Bref, tout ça pour dire que c'est grâce à ce parcours, à cette curiosité pour le monde et pour les autres, et grâce à vous, à vos conseils et à vos pistes, que j'en suis là aujourd'hui à 31 ans. Et oui, parce que la vie passe. Et je suis en paix avec tellement de choses sur lesquelles je pensais ne jamais dealer quoi. Mais je suis en paix avec énormément de choses. Et le meilleur enseignement que j'en ai tiré, vraiment super important parce que ça fait mal, ça fait très mal la claque dans la gueule, c'est que la vie nous prouve sans cesse qu'on se trompe, rien n'est immuable. En fait on a trop envie de dire oui non mais il faut que la science c'est que les choses qui sont carrées, genre la gravité, la science dure, et tout le reste ça compte pas, c'est des sciences molles etc. Non, tout change, ça fait des vagues, c'est comme ça. En fait, c'est ce qui était vrai il y a 100 ans, ça sera peut-être pas vrai dans 100 ans, mais ça sera peut-être vrai dans 200 ans. Et du coup, les choses bougent, évoluent, mais ça n'empêche que avoir des certitudes tout le temps pour tout, sans jamais essayer de se remettre en question, c'est vraiment un gros pas dans l'erreur. Les gens qui vous affirment but en blanc que c'est comme ça et que c'est pas autrement, bah prouve-le, mais prouve-le bien. Hein. Aujourd'hui, je fais de la recherche et je vulgarise sur internet de la socio, mais je garde tout le temps en tête que j'ai plein de biais et que évidemment je n'ai pas la science infuse et que heureusement je vais encore continuer à apprendre de nombreuses choses. C'est pour ça que je reste ouverte à de nombreux débats, que j'adore avoir vos retours et que je vous pose souvent des questions sans moi avoir la réponse, et notamment en story sur Instagram. J'adore débattre tant qu'ils se font avec bienveillance. Et croyez-moi que j'ai des règles très strictes pour débattre avec bienveillance. Attention. Mais je crois sincèrement qu'on évolue et qu'on apprend ensemble et que c'est pas dans l'isolement ou le monologue. Il y a des fois oui, on est les méchants de l'histoire, il y a des fois oui, on est les gentils, des fois on est les oppresseurs, des fois on est les opprimés. Et tout bouge en fait, tout bouge, tout change en fonction des gens et des personnes. Et il y a plein de choses à apprendre. C'est tellement complexe. C'est pas si c'était aussi simple. Ça l'est pas.
Et aujourd'hui, je n'ai ni regret ni honte par rapport à mon parcours et par rapport à qui j'ai été, par rapport au contenu que j'ai pu produire. Et honnêtement, il y a peu de chances que je parle à nouveau réellement de poterie, parce qu'au fond, moi, ce qui m'animait en fait depuis le début, les relations. Je suis devenue sociologue, les relations. J'analyse, ma vie, c'est d'analyser les relations. Mais génial! Et la poterie, c'est un tout petit bout du pulse des relations humaines. Je trouve ça vraiment trop surcoté en termes de curiosité. Mais qui sait, d'un point de vue sociologique, il y a peut-être d'autres choses qui pourraient vous intéresser sur la poterie. Mais pourquoi pas. Mais plus sur l'amour, de reparler des relations amoureuses. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Oui, voilà, je déménage. Et j'en ai parlé fortement, je fais de la socio-déco sur Insta. Et vraiment, je vous invite à me rejoindre, je suis aussi sur TikTok. Et là, je suis en transition. C'est-à-dire que je me filme avec le fond. Et je déménage. Mais pas que. J'écris aussi un livre et je vais peut-être faire une thèse en fait. Attendez, il faut que j'y aille. Bon week-end et je vous dis, je sais pas quand parce que là... Et n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur mon Patreon.